Ben, la séance de l'après-midi est ouverte et elle s'ouvre donc avec la communication de Jean-Pierre Longre. Jean-Pierre Longre est agrégé de l'université, docteur ès lettres, habilité à diriger des recherches et maître de conférences honoraire à Lyon 3. Je lui cède la parole pour Panaïti Istrati, écrivain français avec un point d'interrogation, les apports d'Istrati à la littérature française. Merci Christian. Je remercie l'Université Lyon 3 où j'ai sévi pendant une vingtaine d'années et que j'ai quitté il y a 15 ans quand même. Donc voilà, je suis un peu ému de me retrouver dans ces murs. Donc si j'ai parfois un petit temps de silence, c'est l'émotion qui me prendra. Rassurez-vous, ça ne durera pas longtemps. En préambule, je voudrais dire aussi que j'ai beaucoup apprécié la communication de M. Ballan ce matin, d'autant plus qu'elle pourrait paraître en contradiction avec ce que je vais dire, puisque c'était Panaïtis Strati, écrivain roumain, et moi j'ai parlé de Panaïtis Strati, écrivain français. Mais ça ne se contredit pas, hein, tout est complémentaire dans cette histoire. Voilà. Bon, ces préambules étant faits, je vais quand même commencer à parler de choses sérieuses. Et pour commencer, justement, je voudrais évoquer un souvenir qui date du début des années 1990, une époque où la Roumanie, à la suite des événements de décembre 89 et de leurs conséquences, avait une grande notoriété en France, puisque les Français découvraient que la Roumanie était un pays francophone, qu'on y parlait français, que les gens étaient sympathiques, ils le sont toujours. On parlait beaucoup de la Roumanie. C'est à cette époque, moi en 90, que je suis allé pour la première fois en Roumanie et que j'ai découvert le pays, quelques-uns de ses habitants, et que je m'y suis fait des amis très chers. Vers 91-92, le regretté René Marquisio, que nous évoquions ce matin, qui œuvrait activement au sein de l'association déjà des amis de Panaïtis Strati, proposa une rencontre autour de Panaïtis Strati, dont on ne parlait pas énormément encore à l'époque. Il parla de sa vie, de son œuvre, il ponctua ses propos de lecture significative, appropriée, et puis avec un échange, comme il se doit, à la fin de sa présentation. Et à la fin de cette présentation, l'un des participants lança une assertion qui laissa chacun sans voix, la suivante: de toute façon, Panaïtis Strati n'est pas un véritable écrivain. Sans voix, parce que René Marquisio venait de prouver le contraire. Bon. Donc, c'est un petit peu dans la continuité et en hommage à ce qu'il nous avait dit que je vais placer ma communication en montrant, s'il en est besoin, qu'Istrati est bien un véritable écrivain et qui a de plus apporté au patrimoine littéraire de langue française un certain nombre de choses. Alors je vais d'abord justement parler de la langue française, en commençant par une citation. Ainsi, à cheval sur deux langues, je m'étais résolu à écrire en français, mais j'ai dû constater, non sans irritation ni dépit, que je ne pourrais pas le faire aussi longtemps, que je n'aurais pas échappé aux fantasmes emmagasinés au long de tant d'années, durant lesquelles, au lieu d'écrire, je me demandais comment et à quelle fin, autant d'années d'attente dans l'antichambre de la langue française. Aussi dois-je continuer pour le moment à écrire en roumain pour me débarrasser enfin de ce ballast fantasmatique. Ne cherchez pas dans les œuvres de Panaïtis Strati, ce n'est pas lui qui a écrit ça, c'est Dumitru Țepeneag,
dans un roman qui s'appelle Le mot sablier. Le mot sablier, c'est un roman qui illustre littéralement, de manière performative, si je puis dire, le passage d'une langue à l'autre, puisque ce roman commence en roumain et que petit à petit, c'est le français qui prend la place. Donc les difficultés ici rapportées par Tsepeneag sont communes à ces écrivains roumains ou d'origine roumaine qui ont délibérément choisi, pour diverses raisons, d'adopter la langue française, depuis Hélène Vaccaresco, qu'on évoquait ce matin, puis les avant-gardistes, Tzara, Fondane, etc., jusqu'à notre époque, jusqu'à maintenant, où un certain nombre d'écrivains d'origine roumaine ou roumains écrivent en français. Bon, je passe sur tous ces écrivains, qui sont nombreux, et je reviens à Istrati, qui, biographiquement parlant, se différencie des autres transfuges de langue, si je puis dire, par ses origines populaires, par sa vie vagabonde, par son apprentissage du français à un âge adulte, non sans les difficultés que l'on connaît si l'on en croit ce qu'il écrit, par exemple, dans la préface à Adrien Zographie. On connaît cette citation que je rappelle quand même. « Si, même lorsqu'il jongle avec sa langue maternelle, écrire est un drame pour celui qui fait de sa vocation un culte, qu'est-ce que cela doit être pour moi qui, dans mon français de fortune, en suis encore aujourd'hui à ouvrir 100 fois par jour le Larousse pour lui demander, par exemple, quand on écrit « amener » et quand « emmener ». Mais c'est l'enfer. J'avance comme une taupe obligée de monter un escalier brûlant et je souffre dans tous mes pores, ne sachant presque jamais quand j'améliore et quand j'abîme mon texte. Et en cela, bien sûr, porté par l'amour, mais malgré cela, porté par l'amour de la langue. Il s'interroge, quel français? Je l'ai déjà raconté, un gazouillement dont l'harmonieuse mélodie me tournait la tête et que je venais de découvrir seul en déchiffrant à coups de dictionnaire Fénelon, Jean-Jacques et quelques autres classiques. On connaît ce type d'apprentissage qui s'appuie sur les classiques, chers par exemple à Cioran, bien sûr aussi, Cioran, pardon, un apprentissage comparable à celui que fera des dizaines d'années plus tard l'écrivain roumano-helvétique Marius Daniel Popescu, par exemple. Je n'insisterai pas sur ce point, sinon pour rappeler que c'est justement le passage d'une langue à une autre qui fonde le style d'Istrati. Comme le lui écrivait Romain Rolland le 29 mars 1921, « N'ayez pas d'inquiétude pour votre français, il y a de grosses fautes, mais faciles à corriger. L'essentiel est que vous avez le don du style et que même vos inventions étrangères, parfois en français, sont bonnes à conserver car elles se calquent avec souplesse sur le mouvement de votre pensée. » Écrivain à part, sans doute, mais écrivain à part entière aussi et surtout. On parle souvent d'Istrati comme d'un conteur, et il est vrai que son style use de procédés et de formules familiers au conte traditionnel, ne serait-ce que la roumanité de certains textes, le caractère oral de certains passages, l'adresse directe au lecteur, le style direct dans les dialogues, etc. Je renvoie sur ces points à l'ouvrage de Monique Jutrin, Panaïti Strati, un chardon déraciné, dont le chapitre 4, intitulé justement L'art du conteur, analyse parfaitement la structure des récits, les procédés narratifs, le langage du conteur notamment, avec l'emploi de termes ou de formules empruntés aux Roumains. Mais alors, me dira-t-on, conteur ou écrivain? Je répondrai que les deux, loin d'être incompatibles, se côtoient et s'interpénètrent. Voltaire ou Flaubert, auteurs de fameux contes, sont avant tout considérés comme des écrivains. Voici ce que Romain Rolland écrivait à son ami,
le 2 août 1925 à propos de présentation des haïdouks. C'est un nouveau chef-d'œuvre et vous êtes un génie né. Je voudrais bien ne pas vous tourner la tête et vous donner envie d'abuser de votre prodigieuse virtuosité. Mais que je me trompe ou non, il faut que je dise ce que je pense. Vous êtes le seul génie du conte, du beau récit, de la nouvelle, de la prose artistique que je reconnaisse dans la littérature d'à présent. Fin de citation. Il le confirme un an plus tard à propos de Isaac, le tresseur de fil de fer, qui deviendra Isaac Perlmutter, le premier chapitre de la famille Perlmutter. Votre récit est excellent, il n'y a rien à y ajouter. Il est conçu, comme vos œuvres habituelles, dans le genre de la nouvelle, nouvelle avec un N majuscule. C'est votre forme naturelle. La nouvelle n'a pas besoin de psychologiser. Elle projette de vives et brusques lumières. C'est au lecteur de fouiller, avec le raid, les ombres de l'âme. La nouvelle n'a pas à s'y arrêter. Elle y perdrait son style, son génie, ses ailes de mercure au talon. On ne pourrait mieux dire. Mais, bon, plutôt que de prendre des précautions en invoquant des cautions, si éminentes soient-elles, je vous propose d'essayer, avec moi, de vérifier concrètement, textuellement parlant, combien Istrati est bien un écrivain dans ce que Roland appelle le genre de la nouvelle, qui s'élève naturellement aux dimensions du romanesque. Alors, je pense que vous avez sous les yeux des petits polycopes. Je retrouve ma vocation de prof en distribuant des polycopes comme aux étudiants. Donc, vous avez 3 textes sous les yeux, 3 extraits. Alors, le premier est tiré de d'oncle Angel, et c'est le portrait de cet oncle Angel, donc oncle Angel, publié en 1924. Je le lis avec vous. Bel homme, grand, solide et musclé, la démarche fière, belle barbe et beaux cheveux frisés et grisonnants, il en imposait à tous. Sa myopie, qui l'obligeait à avancer sa poitrine contre la poitrine de celui qui entrait pour le reconnaître, n'en impressionnait que davantage. Il était foncièrement bon, mais ne supportait pas d'être trop contrarié, comme tous ceux qui sont arrivés par leur propre force. Et ces forces, il les décupla pour atteindre à son but de transformer les ruines en un palais, disait-il, lorsque ses enfants seraient dignes de lui faire honneur. Ainsi, malgré son désastre, il passait pour un homme riche. Je vois que Monsieur le Président est arrivé. Je m'excuse, je m'interromps. Oui. Pour m'écouter. Oui, mais tu veux prendre la parole peut-être après. Voilà, ce portrait, donc tout y est, d'une manière dynamique, en quelques mots. Hein, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais les caractéristiques physiques, la taille, l'aspect, l'attitude impressionnante et pittoresque, le portrait moral, un homme bon mais susceptible, la réputation sociale, un homme apparemment riche, c'est du Balzac. Alors, un autre exemple, pris au hasard des lectures, dans le premier chapitre de Codine, Une nuit dans les marais, c'est le récit d'un vol de roseaux pour lequel Adrien accompagne son oncle Dimy. Je lis le passage. Un soir, l'oncle Dimy et Adrien étaient partis tard pour ne pas être vus des voisins. Il y avait 7 kilomètres à faire jusqu'au marais. Nuit de juin, air tiède, ciel étoilé. L'oncle conduisait, fumait et se taisait, pendant qu'Adrien, derrière lui, écoutait le bruit du vent dans ses oreilles et ne soufflait mot. Une fois arrivé dans l'empire du silence, on détela les chevaux et on les attacha à la voiture,
la musette d'avoine accrochée à la tête. Puis Dimy s'enfonça dans l'étang, la serpe à la main. Il fallait aller loin, entrer dans l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'au ventre même, le vol étant trop apparent au bord des rives, mais l'oncle était fort, vaillant. Pour atteindre les plus beaux roseaux et pour gagner au marché 4 francs, il n'hésitait pas à s'aventurer. En partant, il recommanda à Adrien à voix basse « Fais attention aux chevaux, s'ils s'impatientent, jette-leur encore une poignée d'avoine, surtout à celui de droite qui est un sale animal. Et tâche de ne pas t'endormir, tu prendrais froid. » S'endormir, Adrien, mais c'était fou d'y penser. Il attendait seulement que l'oncle eût tourné le dos et disparu pour se sentir le maître de tout. Des chevaux, de la voiture, de l'immense étendue des marais, et même du vent et du ciel avec ses étoiles sans nombre, ainsi que l'affirmait grand-mère. Alors, si on prête attention au rythme des phrases, on repère dans le premier paragraphe le rythme ternaire, nuit de juin, air tiède, ciel étoilé, puis l'oncle conduisait, fumait, se taisait. C'est-à-dire comme une sorte de stabilité dans la prose et qui donne une coloration particulièrement poétique au passage, ponctuée par l'expression « l'empire du silence ». Puis le rythme binaire à la fin du deuxième paragraphe, fort, vaillant, pour atteindre, pour gagner, etc., etc. Et puis, évidemment, l'extension syntaxique de la dernière phrase que j'ai essayé de faire sentir un petit peu, des chevaux, de la voiture, de l'immense étendue des marais, avec des membres de phrases de plus en plus longs, en correspondance avec l'extension du paysage, comme chez Chateaubriand. Bon, je prends des références un petit peu classiques, mais c'est un petit peu ce genre de prose. Et puis on pourrait aussi s'étendre sur des correspondances lexicales, peut-être que celle de la fin du premier paragraphe, où l'individu semble soumis à la nature, écoutait le bruit du vent dans ses oreilles et ne soufflait mot. Il y a le vent et l'absence de souffle. Un dernier exemple, alors je n'insiste pas, je ne décortique pas tout, vous pourrez le faire chez vous tranquillement. Un dernier exemple, toujours au hasard des lectures, dans Présentation des Haïdouks, il s'agit de Fleuréa Caudrillor, devenu capitaine des Haïdouks après la mort de leur chef Cosma, donne la parole à Élie le Sage, qui est le frère de Cosma. Alors je lis encore le passage. « Je suis venu habiter dans les bois pour y rencontrer la justice qui se sauvait de la ville. À Braïla, où j'ouvris les yeux, mon père tenait Han. Ce père, que le diable l'emporte, était d'intention brave homme, mais beaucoup d'hommes qui sont braves gens d'intention ne sont que des tyrans dans la vie intime, surtout lorsqu'ils tiennent le gouvernail. Mon père tenait celui de sa maison, grosse caravelle qu'il voulait voir à l'abri de toute menace d'orage. Pour y arriver, il l'ancra en eau morte, malgré les protestations de quelques voyageurs à qui cela déplaisait. « Cela vous déplaît, disait-il, attendez qu'Allah m'appelle à lui, ensuite vous ferez à votre goût. » Oui, répondions-nous, mon frère Cosma, notre sœur Kira et moi. Oui, nous ferons à notre goût à partir du jour où Allah t'appellera à lui. Mais quand t'appellera-t-il? Ça, c'est l'affaire d'Allah. Ça, c'était l'affaire d'Allah. Affaire très embêtante, car nous avions grande envie d'agir à notre goût, cependant que le Père n'en avait aucune de s'en aller dans le ciel et de nous passer le gouvernail. Quoique vieux, il tenait ce gouvernail d'une main forte en se guidant sur des principes forgés par lui-même. Alors, une autre figure de style, si l'on veut, outre la personnification de la justice au début, et puis l'art du dialogue vif entre le père et les enfants, mais ça, Panaiti Strati le manie couramment. C'est la métaphore de la navigation, bien sûr, et du bateau, qui est ici le point d'ancrage, si je puis dire. La grosse caravelle, la menace de rage, le verbe ancré, le voyageur, le gouvernail, etc. Et là, bien sûr, on a un topos, même à la limite parodique, de la poésie romantique,
Victor Hugo, ou on pense aussi à Baudelaire et à bien d'autres, avec une pointe d'ironie parodique quand même. Et tout en goûtant les particularités contextuelles rappelées par les noms de lieux, Braïla, les prénoms, Cosma, Kira, le Han, c'est-à-dire l'auberge. Bref, les exemples donc textuels, les références littéraires ne manquent pas pour compter Panaïtis Strati au nom d'abord des vrais écrivains, nourris de livres et maîtrisant leur écriture et leur personnalité littéraire avec des particularités qui font son originalité. Maintenant se pose la question subsidiaire, mais primordiale tout de même. Quel poids pèse notre écrivain dans la littérature de langue française? Qu'a-t-il apporté à cette littérature? Outre le plaisir immédiat, personnel, subjectif, que chacun peut ressentir à la lecture de ses œuvres. Il y a d'abord, bien sûr, la langue particulière de l'auteur, qui préfigure, justement, on en parlait un peu ce matin, le métissage linguistique que le français va connaître d'une manière de plus en plus assumée à mesure que les écrivains qu'on appelle francophones sont de plus en plus issus de pays autres que les pays européens, autres que la France, autres que la Belgique ou la Suisse. À la différence d'autres auteurs d'origine roumaine, comme Fondane ou Suran, ou quelques autres, Istrati, évidemment, on le sait, conserve dans sa langue d'écriture littéraire un certain nombre de mots de sa langue maternelle, non seulement pour désigner des objets spécifiquement roumains ou des plats comme la mamaliga ou les sarmales ou des boissons comme la tsuika, mais ou bien sûr des personnages comme les haïdouks, mais aussi pour conserver ou restituer la voix de ses origines et donner une couleur particulière à sa prose. C'est alors bon, que le poisson peut être indulcit, mi-salé, un personnage peut être calique, avare, et qu'une rue reste toujours chez lui une ulitsa. Le tout transposé dans une orthographe française. C'est ce qui fait donc cette coloration particulière, alors que pour d'autres écrivains, la préoccupation est d'effacer au moins partiellement la langue et l'esprit roumain, de perdre en quelque sorte l'identité roumaine pour se couler dans une autre identité, dans une identité occidentale par exemple, la française en l'occurrence. Istrati tient à conserver sa personnalité, son accent roumain. Pour Elisabeth Geblesco, je cite, « Le projet d'Istrati est de charger le français, langue qui peut être dite paternelle en ce que son emploi avait en quelque sorte été autorisé par Roland, le français, langue donc de la métaphore paternelle, de toute la chaleur et du poids charnel roumain, langue maternelle, et ce, au moyen de sons propres du roumain, tel qu'Istrati les percevait. » Et plus loin, elle écrit « Ce qu'Istrati essaye de restituer avec ses transcriptions fantaisistes, c'est bien davantage qu'un mot sous son aspect morphologique, c'est une voix. La voix maternelle dont on ne peut pas guérir lorsque, comme Istrati, on en est doublement séparé par la mort et par toute l'infranchissable barrière de la langue autre, même lorsque celle-ci a été choisie et revendiquée comme facteur de libération. » Ce que la psychanalyste déchiffre ici, nous pouvons l'étendre au patrimoine littéraire de langue française. Panaïtis Strati lui apporte sa voix singulière, donnant tout naturellement à cette langue, on sait évidemment que ce naturellement s'acquiert à force d'un labeur acharné, une vigueur nouvelle, une dimension pittoresque, voire picaresque, pour reprendre l'épithète que lui applique André Gide dans son journal. Cette vigueur, cette singularité du style sont inséparables chez lui de la force de la révolte, mais aussi de la vigueur et de la singularité de l'âme, qui deviennent ainsi
des valeurs liées à la sincérité et à l'authenticité. Le lui aussi regretté Heinrich Stiller écrivait ceci: « Ce sont quelques valeurs initiales avec lesquelles Panaïtis Strati viendra en Occident et qui devront constituer la foi de son œuvre. Amitié signifie fraternité désintéressée et non pas avantage réciproque. Amour signifie affection totale et non pas sexualité brute. La liberté, c'est le droit à vivre intensément et non pas la concurrence déchaînée. Et la justice, c'est la solidarité avec les vaincus qui luttent et non pas la loi codifiée. Nommez cela l'art de la sincérité ou la sincérité de l'art, la vie et l'œuvre de Panaïtis Strati ne font qu'un. » Fin de citation. Voilà la conception particulière de la vocation d'écrivain de Panaïtis Strati. Dans sa lettre à l'amie Jeanne Sudry, que Christian Delrue a eu l'excellente idée de présenter et de reproduire en fac-similé dans le dernier numéro du Haïdouk, publicité gratuite. Notre auteur écrit « Je regimbe aujourd'hui même contre ma propre vocation d'écrivain qui veut me transformer en un professionnel de la plume, métier que je considère comme une prostitution pire que celle de la chair, car nos émotions sont encore moins à vendre que notre corps. » Et un peu plus tôt, dans un article des Pyrénées littéraires présenté par Daniel Desraux dans le même numéro du Haïdouk, deuxième publicité, Strati écrivait « Être artiste, c'est bien, mais à condition de ne pas faire de l'art une marchandise. » Rien de contradictoire. Raconteur d'histoire, écrivain de l'émotion sincère et de la liberté absolue, mais véritable écrivain dans une langue qui est le français, son français, un écrivain qui portait la vie dans son écriture et l'écriture dans sa vie. C'est bien ce qu'avait pressenti Romain Rolland lorsqu'il évoquait l'émotion personnelle de son disciple, et c'est bien ce qui motivait ses encouragements lorsqu'il lui écrivait « En tout cas, vous pouvez avoir confiance, votre vocation d'artiste est évidente, et en quelque langue que ce soit, vous êtes un écrivain. » Alors, pour conclure, je voudrais citer quelques lignes qui, elles aussi, pourraient être tombées sous la plume d'Istrati, mais qui ne sont pas de lui. Peut-être les histoires sont-elles la plus belle partie de la vie humaine. Le monde nous berce avec des histoires, il nous endort avec des histoires, nous nous réveillons et nous mourrons avec elles. Ces lignes sont de celui que on considère sans doute à juste titre comme le plus grand poète roumain, Mihai Eminescu. Deux écrivains très différents dans leur culture, dans leur style, mais qui s'accordent sur l'essentiel, dans ce que j'appellerais une internationale littéraire dont le centre de gravité est la Roumanie. Je vous remercie. Avant de passer à la discussion, Monsieur le Président de l'Université Lyon 3 a bien voulu nous rejoindre et va nous dire peut-être quelques mots. Enfin, bienvenue. Donc, vous l'avez compris, je suis moi-même président des Amis de Panaïtis Strati, un petit président. Voilà, vous avez la parole. Je vous laisse avec Jean-Pierre Long, que vous connaissez bien, je crois. Excusez-nous, hein. Merci. Non, je n'avais pas du tout prévu d'intervenir, donc je vais être très très bref. Je voulais simplement vous remercier d'être aujourd'hui dans notre université, université dans laquelle j'ai été accueilli par Jean-Pierre quand je suis arrivé ici et que j'ai pris mon poste. Donc nos liens d'amitié commencent à dater un petit peu. Je voulais vous remercier de faire vivre la mémoire
de cet écrivain dont je ne suis nullement spécialiste, donc je me garderai bien de me prononcer sur quoi que ce soit, mais plus largement, en faisant vivre cette mémoire, en faisant vivre cette œuvre, vous contribuez à animer notre université, et j'espère que vous êtes fiers de prendre part à cet événement. Notre université est une université qui entretient des liens d'amitié qui datent eux aussi avec la Roumanie, avec la culture roumaine. Jean-Pierre en a été un des vecteurs et continue à être un truchement particulier, pardon pour le titre de truchement que je t'attribue, c'est pas très joli, mais c'est ce qui me vient de cette culture. J'ai eu l'occasion d'échanger récemment avec monsieur le consul, et nous avons pu effectivement constater cette proximité qui est la nôtre et que je souhaite encore développer. Vous êtes dans une université qui fait de l'ouverture à l'international l'une de ses priorités. Cette ouverture, elle prend diverses formes. Elle se destine à nos étudiants, à nos enseignants, à nos personnels. Et elle est la condition sine qua non de la formation et de l'émancipation de nos étudiantes et de nos étudiants. Cette ouverture, vous y contribuez directement par l'organisation de ce type d'événement. Je ne pourrais rester malheureusement aussi longtemps que je l'aurais souhaité avec vous. Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais aujourd'hui, dans cette université, c'est un petit peu agité. Je dois rejoindre une cellule de crise visant à ce que tout se passe au mieux dans cet après-midi. J'aurais bien aimé pouvoir continuer à parler littérature avec vous, mais justement, je vous remercie aussi de tenir bon. Je vous remercie de faire vivre cette littérature, de faire vivre les humanités. Il me semble que dans le contexte qui est le nôtre, sans entrer dans les détails, je crois que cette nécessité, elle s'impose à nous de façon plus importante chaque jour. Et je crois que les voix libres que vous faites entendre nous permettent de résister aux forces contraires et nous permettent aussi de tenir bon. Je vous remercie d'y contribuer. Voilà, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, ce serait vraiment gâcher votre temps. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous prie encore de m'excuser. Si tout se passe bien, je pourrais peut-être refaire une apparition, mais c'est très au conditionnel que je dise cela. Merci beaucoup et continuez bien, et j'aurai plaisir, j'espère dans d'autres circonstances plus faciles, à prendre part plus longuement et plus intensément encore à vos travaux. Mais merci d'être là et de poursuivre encore une fois cette œuvre. Au revoir et merci. C'est nous qui vous remercions, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions sur les apports de Panaïtis Strati à la littérature française tels que nous les a brillamment expliqués Jean-Pierre Long? Oui, merci pour votre exposition. Je voudrais savoir si votre analyse des sources d'Istrati, pour dire, voilà, cette page vient de Chateaubriand ou de Balzac. Est-ce qu'il y a une documentation, des notes d'Istrati qui peuvent appuyer ce genre de sources, ou c'est juste une similitude effectivement concrète, mais qui vient voilà, d'une lecture attentive? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des sources, enfin, peut-être que quelqu'un le sait, s'il y a des sources précises. À ma connaissance, non. Moi, je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, c'est-à-dire qu'il est nourri de littérature française, qu'il a appris le français avec les classiques. Alors, avec Chateaubriand, peut-être, je ne sais pas exactement, il ne le dit pas précisément, ou avec Balzac, enfin, il parle de Fénelon, comme vous l'avez vu, il parle des grands classiques, il parle du dictionnaire, très souvent, enfin bon, c'est son apprentissage scolaire, enfin, un apprentissage scolaire qu'il fait à l'âge adulte, et je pense qu'il est nourri de cette littérature, qu'il n'a pas forcément conscience non plus, dans les passages que j'ai lus, il n'a pas forcément conscience de faire du Chateaubriand, enfin comme du Chateaubriand ou comme du Balzac, à ma connaissance, à moins que certains aient
et des précisions à donner là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?